Le mûrier de la Mamée, chapitre 2, la nourriture du lien. Nourriture, définition. Action de nourrir, de pourvoir à la subsistance de quelqu'un. Sens figuré, l'âme, l'esprit ont besoin de nourriture aussi bien que le corps. Que transmet un parent à son bébé quand il lui donne le sein ou le biberon? Du regard, de la parole, de l'amour, de l'attention, accompagné de vocalises de tendresse. On mange donc de l'affect, du réconfort, mais aussi du plaisir. Nathalie Dumais, psychologue clinicienne et professeure d'université. On peut habiter le monde sans le comprendre. Il suffit de pouvoir en obtenir de la nourriture, des caresses et de l'amour. Michel Houellebecq. J'ai grandi donc dans les années 80. De plus en plus de femmes devenaient indépendantes financièrement grâce à la perspective d'une carrière professionnelle. Et c'était le cas de ma mère. Elle était fonctionnaire et cherchait toujours un nouveau défi, un nouveau challenge. Elle passait de nombreux concours pour gravir les échelons, ce qui entraînait un changement de ville à n'importe quel moment de l'année scolaire. Je suis née dans un petit village ensoleillé au milieu des vignes. De l'âge de 2 mois à 3 ans, un couple qui avait 2 enfants s'est occupé de moi. J'étais quasiment tous les jours, et ils me prenaient même en vacances. Je passais plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. D'ailleurs, je n'ai pas de souvenir de celle-ci à cette époque-là. Puis je suis allée à l'école maternelle, à la garderie, pour ensuite aller chez une dame âgée du village qui habitait dans une ruelle sombre et qui me faisait peur. Quand mes parents divorcèrent, je suis partie à 500 km de là, dans une grande agglomération à plusieurs arrondissements. Le changement fut traumatisant. Je découvris le cri. Étant loin de la mer, les nuages étaient omniprésents, la pollution aussi. Faute de lumière, les murs étaient donc gris, et les gens aussi. Ma nouvelle institutrice n'a eu aucune compassion à mon égard. Elle ne souriait pas, bougeait à peine des lèvres, qu'elle ne possédait même pas. Les enfants étaient comme éteints. Sur les photos de cette époque, mes yeux sont cernés et mon teint est blême. Pendant les 6 mois où nous y sommes restés, j'ai eu toutes les maladies infantiles, varicelle, rougeole, oreillons, comme si même mon corps se mettait en quarantaine pour ne plus retourner dans cette sinistre école. Puis nous avons déménagé dans une plus petite ville à 300 km de là. J'avais 5 ans, nous habitions un HLM. Faute de place, je dormais avec ma mère. Ma nouvelle école me plaisait, elle était neuve, moderne, ensoleillée. La directrice avait une allure peu banale. Elle était longue et maigre. Elle avait également de longs cheveux noirs, de grandes jupes longues, aux couleurs chamarrées, et portait aux chevilles des grelots d'argent. Dans cette maternelle, l'on apprenait à coudre, à imprimer, à réciter des poésies, et même à faire du yoga. Il y avait de grands carreaux de moquette orange et vert modulables que nous nous disputions. De grands oliviers étaient plantés dans la cour. Les garçons jouaient avec les pneus, les filles étaient bien habillées, avaient des cheveux toujours bien coiffés. J'avais une coupe au bol réalisée par ma mère pour faire des économies, et les habits de mes frères que je portais étaient passés de mode depuis plus de 10 ans. J'étais encore la nouvelle, et ni le groupe de filles, ni celui des garçons ne m'intéressaient. Mon arrivée récente, mes habits, mes cheveux, rien ne plaidait en la faveur de mon intégration. Je restais donc seule, toujours près de la porte, comme cherchant une issue à cet isolement. Puis arrivait l'heure du goûter. Nous étions tous réunis dans une grande salle, assis sur les fameux grands carreaux de moquette. Chacun découvrait ce que leur maman leur avait préparé, des bananes, des biscuits, du chocolat, des céréales, de la compote. J'avais à l'époque une valisette beige à carreaux bleus et rouges. Je l'adorais. Elle devenait également à cette heure-là ma matrioshka. Au-delà de devoir déplier plusieurs choses, ce rectangle représentait l'occasion pour moi de connaître ce que l'attention maternelle portait en son sein, comme si elle voulait m'envoyer un message, un signe de son affection. C'est pourquoi son ouverture était soumise à un véritable rituel. Je m'asseyais en m'adossant au mur pour que personne ne voie son contenu. Je la posais sur mes genoux et je l'entr'ouvrais lentement. Durant tout ce laps de temps, je fermais les yeux en priant d'y voir apparaître des aliments similaires à ceux qu'avaient les autres. Puis j'ouvrais les yeux
et je ressentais ma première déception. Il y avait un bout de pain de la veille qui avait commencé à s'émietter dans le transport du matin et une boule de papier argenté, froissée. Je priai à nouveau en saisissant celle-ci. Je la prenais doucement entre mes petites mains, toujours à l'abri des regards, en espérant à nouveau que le résultat soit différent. Mais il était toujours le même. Ce n'étaient que des morceaux de sucre, comme ceux que ma mère mettait dans son café le matin. Je comprenais à ce moment-là que ma mère n'avait toujours pas pensé à moi, qu'elle ne voulait pas me faire plaisir, ni par ce biais, ni par un autre, que tous les changements que je vivais, ce déracinement perpétuel, cette fatigue accumulée à toujours devoir partir, s'adapter, se sentir seule, n'étaient ni compris, ni reconnus, ni compensés par un geste. Ces morceaux de sucre et ce quignon de pain rassis représentaient pour moi plus qu'un encas peu ragoûtant, mais plutôt son manque de considération, son manque de douceur à mon égard. Elle mettait cette nourriture pour ne pas que ma valisette soit vide. C'était tout. Je refermai ensuite ma valisette sans aucun mot et j'attendais que la demi-heure passe. Car même si j'avais faim, je préférais cacher à mes autres camarades, aux dames de service, aux maîtresses, ce que ma mère m'avait préparé. Je crois qu'au fond, j'avais autant honte pour moi que pour elle. Et c'était également, je crois, ma façon à moi de la protéger de ce que l'on pourrait penser d'elle. Je restais donc stoïque, tout en observant les autres enfants apprécier ce que leur maman leur avait préparé. Tandis qu'ils mangeaient avec entrain, certains me fixaient d'un œil interrogateur, remarquant que je ne mangeais rien. Je me demandais ce qu'ils avaient ou faisaient de plus que moi pour avoir de leurs parents ce que je n'obtenais pas naturellement des miens. Quand j'osais en parler à ma mère, elle me répondait « Dès que j'achète quelque chose, tes frères et toi, vous vous jetez dessus. Et puis si tu avais vraiment faim, tu le mangerais. » Voyant la nervosité apparaître chez elle, je préférais me taire et me résigner. À la fin de la maternelle, je n'ouvrais même plus ma valisette, symbole de son impassibilité. On a dû d'ailleurs la jeter, car le sucre qui s'en était échappé avait oxydé les charnières en métal. Ma mère me réprimandait, me reprochant de gâcher la nourriture et d'être peu soigneuse avec mes affaires. Je n'étais donc pour elle qu'une ingrate et une petite fille capricieuse, rien de plus. Mais la frustration ne s'arrêtait pas là.